Quand on pense à l'école, on a tous en tête cette image. La sonnerie, les longs couloirs, les salles de classe bien alignées. C'est l'image d'Épinal, la grande promesse du progrès, de l'émancipation pour tous. Mais et si c'était plus compliqué que ça? Si, en creusant un peu, en regardant les faits et les documents, on découvrait une toute autre histoire? Alors, la question centrale, c'est bien celle-là. L'école, telle qu'on la connaît aujourd'hui, est-elle vraiment conçue pour libérer les esprits? Ou serait-elle plutôt une sorte de machine, pensée pour transformer une matière brute, nos enfants, en un produit final, bien calibré pour le système? C'est exactement cette question qu'on va décortiquer. Et c'est là que toute la tension apparaît. D'un côté, on a la belle promesse. L'école, c'est l'émancipation, c'est l'ascenseur social, la liberté par le savoir. Et de l'autre, eh bien, il y a cette vision beaucoup plus glaciale qu'on explore dans cette analyse. Une vision où l'école serait un système de contrôle, de hiérarchisation sociale, bref, une machine à fabriquer l'obéissance. On va donc retracer l'histoire de cette seconde vision pour essayer de comprendre. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Pour vraiment saisir cette perspective, il faut faire un petit retour en arrière jusqu'à la naissance de l'école de masse. Parce que, selon cette analyse, son ADN, il ne vient pas d'un grand idéal d'émancipation, non. Il viendrait d'un besoin politique et industriel très très concret. Et le point de départ, c'est ça, le modèle prussien, au XIXe siècle. Là, l'objectif est affiché sans détour. On ne cherche pas à former des esprits libres, mais plutôt des sujets obéissants, des citoyens capables d'exécuter les ordres et d'intégrer l'autorité de l'État. C'était vraiment une pièce maîtresse dans la grande machine étatique de l'époque. Et ce qui est assez fou, c'est de voir à quelle vitesse ce modèle a fait des petits. Aux États-Unis, des gens comme Horace Mann l'ont importé. Pourquoi? Pas pour sa philosophie humaniste, non, mais pour son efficacité redoutable. Et en France, pareil. Après la claque de 1870, l'État a mis le paquet sur une école centralisée pour unifier le pays et, disons-le, discipliner la nation. En gros, la Prusse a inventé le moule et les autres se sont empressés de le copier et de l'adapter. Écoutez bien cette citation, elle est un administrateur de l'éducation du début du XXe. Elle résume tout. Nos écoles sont, en un sens, des usines. Des usines. Et les enfants? Des matières premières qu'il faut façonner pour répondre aux exigences de la vie. Le vocabulaire de l'industrie qui débarque en plein dans l'éducation, c'est limpide. On n'éveille plus des esprits, on façonne un produit. L'éducation, c'est devenu de la production en série. Ok, donc le modèle est là, il est posé. Mais il manque encore quelqu'un pour passer à la vitesse supérieure, pour l'industrialiser à une échelle massive. Et cet acteur, surtout aux États-Unis, c'est un nom qu'on connaît tous, John D. Rockefeller. 1902, retenez bien cette date. C'est là que Rockefeller fonde le General Education Board. Sur le papier, c'est de la philanthropie, un beau geste pour améliorer l'éducation. Sauf que, d'après l'analyse qu'on suit, ce que cette fondation va financer en priorité, ce n'est pas vraiment la pensée critique ou la liberté de l'esprit, c'est plutôt la standardisation. Une standardisation massive. Et pour s'en convaincre, il suffit de lire ce passage d'un document interne de l'époque. Le but est à peine caché. Il s'agit d'obtenir, je cite, « une population qui se livre avec une docilité parfaite à nos mains qui la modèlent. Une docilité parfaite. » Les mots sont forts. On ne cherche pas à former des penseurs, mais bien des individus calibrés, prêts à occuper une place bien précise dans la machine sociale. Et ça nous amène à cette phrase, souvent attribuée à Rockefeller, qui est brutale, mais qui résume tout. Je ne veux pas d'une nation de penseurs, je veux une nation de travailleurs. Voilà. L'intention est claire, l'objectif ce n'est pas l'intelligence critique, c'est l'efficacité économique. Ce qu'il faut, c'est une main-d'œuvre prévisible, efficace, point. Et là, l'analyse va encore plus loin. Elle montre comment ce système aurait servi à cimenter la hiérarchie sociale. Par exemple, en finançant des écoles pour les Afro-Américains dans le sud du pays, avec des programmes très, très orientés vers le travail manuel, agricole. L'idée, ce n'était pas de leur offrir un tremplin social, c'était de les maintenir à leur place. L'école devient alors un instrument pour organiser et maintenir les inégalités. Bon, cette logique de contrôle, elle ne s'est pas juste évaporée avec le temps. Loin de là. Selon cette perspective, elle s'est carrément incrustée dans les murs, dans les emplois du temps, dans la culture même de nos écoles, au point, et c'est là que ça devient troublant, de la faire ressembler à une autre institution bien connue pour le contrôle. Et le parallèle est assez saisissant quand on y pense. D'abord, l'architecture, ces longs couloirs, ces cours fermés, des espaces pensés pour la surveillance. Ensuite, la routine, les sonneries, les déplacements chronométrés, ce temps qui n'est plus le nôtre. Il y a aussi la surveillance constante, par les profs, les surveillants, parfois les caméras.
L'uniformité, avec les codes vestimentaires qui gomment l'individualité. Et enfin, le contrôle. Il faut demander la permission pour parler, pour se lever. La question que pose cette analyse est simple. Pourquoi est-ce que l'école ressemble autant à une prison? Et attention, ce n'est pas juste une image. Aux États-Unis, ce concept a un nom, le School to Prison Pipeline. L'idée, c'est que quand une école se met à fonctionner comme une prison, tolérance zéro, présence policière, eh bien elle n'apprend plus à certains élèves à réussir, mais plutôt à être en confrontation permanente avec l'autorité. Ça les pousse vers la sortie et ça augmente dramatiquement leurs chances de finir un jour dans le système judiciaire. Et les résultats, ils sont là, dans les chiffres. Quand on voit que dans les quartiers aisés, plus de 70% des adultes ont un diplôme du supérieur, alors que ce chiffre tombe à moins de 50% dans les quartiers populaires, on ne peut plus parler d'échec individuel. C'est systémique, c'est un véritable filtre social. L'école, dans ce cas, ne réduit pas les inégalités. Elle les reproduit et pire, elle leur donne une forme de légitimité. Et cette mécanique, elle a été dénoncée par des gens qui étaient au cœur du système. Prenez John Taylor Gatto, prof pendant 30 ans. Il a fini par claquer la porte en disant que l'école, telle qu'elle est, enseigne surtout la soumission à sa classe sociale, l'indifférence, la dépendance. Bref, tout ce qu'il faut pour maintenir en place une structure sociale et économique qui, elle, ne bouge pas. Et on arrive au cœur de la thèse de cette analyse. L'idée, c'est que le système scolaire n'est pas cassé. Il n'est pas défaillant. Au contraire, il fonctionnerait parfaitement. Exactement comme il a été pensé à l'origine. Pour produire des individus utiles à l'économie, pour maintenir les hiérarchies en place et pour assurer la stabilité de la pyramide sociale. Le problème, ce n'est pas que la machine est en panne, c'est ce pourquoi elle a été construite. Ce qui nous laisse avec la question, finalement la seule qui vaille. Si on mettait de côté ce modèle usine, ce modèle de contrôle, à quoi est-ce que ça ressemblerait une éducation vraiment pensée pour la liberté? Une éducation dont le but ne serait pas de fabriquer des travailleurs dociles, mais de faire éclore des esprits souverains, critiques et autonomes? La question reste entière.